Bienvenue à Game of Thrones Québec, le podcast sur Westeros pour ceux qui savent déjà comment ça va finir, mais qui veulent en parler quand même. Bonjour à tous, ici Sat. Aujourd'hui, on fait le review du dernier épisode de la saison 1 de A Night of the Seven Kingdoms, The Edge Knight, épisode 6. Dernier épisode déjà. Ça a passé vite. Je suis sûr que, comme moi, vous trouvez que ça laisse un petit vide dans vos fins de semaine. Les dimanches vont être un peu plus solitaires maintenant qu'on aura pu nos deux amis avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on devrait voir la saison 2 d'ici à peu près un an, même moins que ça. J'ai compris qu'ils pensaient relâcher la saison 2 début de l'année 2027. Donc, ils sont déjà bien avancés dans la production. J'imagine que d'ici l'été, ils vont avoir terminé de filmer. Après ça, ils vont pouvoir commencer le montage. Donc, on pourrait s'attendre à voir effectivement une saison par année. Ça serait vraiment une bonne nouvelle. On va voir qu'est-ce que la suite nous emmène. We'll see what the morrow brings us. Justement, The Morrow, le titre de l'épisode 6. The Morrow, le lendemain, la suite. Le titre est parfait, là, finalement, là. C'est vraiment une belle fin. On a plusieurs belles scènes, un vrai épilogue, une conclusion à la saison du Edge Knight. La suite est en train de se préparer doucement. Nos deux personnages terminent l'épisode en partant à l'aventure, en faisant eux-mêmes leur chemin, en allant vivre la vie que les deux ils espèrent avoir. Ça finit bien, ça finit plein d'espoir. On sait où ça s'en va un petit peu dans les deux prochains tomes. On sait qu'est-ce qu'on a pour les deux prochaines années, disons. On espère qu'il n'y aura pas trop de coupures et que ça va bien continuer. À suivre. On a plusieurs scènes dans cet épisode-là, si c'est pas la majorité, à vrai dire, là, qui sont inventées exprès pour l'épisode. C'est pas dans le livre. C'est des beaux ajouts, par exemple. Là. C'est vraiment des belles scènes. Ça donne une belle closure à nos trois personnages secondaires préférés, disons. Soit Sir Arlen, Lionel Baratheon et Raymond Fossoway. Le choix musical, les choix musicaux, je vais dire, parce qu'il y a aussi la musique de la fin, là, c'est encore un petit peu étonnant, disons. On pourrait même dire discutable, mais appréciable aussi en même temps. Tu sais. On a on a une chanson jazzée. On a un petit morceau de jazz en partant l'épisode qui dure quand même une quinzaine de secondes. Tu sais, c'est quand même assez long, là. Avec un plan de caméra sur Lionel, sur son maester, qui les deux regardent la caméra, qu'on comprend qu'ils regardent Dunk, là, qui est couché devant eux, pendant un bon moment, tu sais. C'est spécial, c'est drôle, c'est pas ça à quoi on s'attendrait d'une adaptation de A Song of Ice and Fire, mais c'est fidèle au ton de la série, là. Moi, j'ai vraiment bien apprécié. L'épisode commence, puis j'avais déjà un sourire en coin, là. La première scène, donc, est déprimée. Il est couché en retrait du camp, en dessous de son arbre, à l'écart, alors que Lionel, lui, il est content, tu sais. Lui, il a aimé son tournoi, il a eu du fun, il est comme, ben, c'était le fun, c'est plate que ça soit déjà fini, tu sais. La scène commence avec Lionel et son maester. Il est assez comique d'ailleurs, là, qui essaye de guérir donc en lui faisant fumer de l'herbe autour, tu sais. Il fait fumer de l'herbe comme un chaman un peu autour de Dunk pour essayer de le guérir. Puis, tu sais, on dirait que c'était sa dernière option, là. Il fait fumer ça un peu, il regarde Dunk après une couple de secondes, puis il dit, hey, on peut rien faire pour lui, là, on peut plus rien faire. The man is dying, my lord. Les blessures se sont infectées, it's beyond my ability. Il y a Lionel de répondre assez comique, là. Écoute-les pas, il est incompétent, c'est un trou de cul qui pique, c'est au-dessus de ses capacités. Décrisse la sorcière, tu sais, puis il pousse le maester, puis le maester, il est comme, ok, merci, puis il s'en va. C'est quand même de très bon ton, tu sais. Ça commence vraiment bien le dernier épisode. J'ai vraiment aimé ce petit clin d'œil-là. Lionel essaye de faire comme si tout ça c'était spontané, tu sais. C'est l'impression que ça donne, tu sais. Il est assis à côté, il dit ah, c'était le fun, tu sais. Puis, ah, ben,
En passant, hey, pourquoi tu viens pas avec moi, tu sais? Lionel, il fait une offre à Dunk, ce qui est vraiment une bonne offre, d'ailleurs, là. On est avec lui à Stormen, triper, chasser, on va faire du bateau, on va se battre, je vais t'apprendre à te battre, tu vas être meilleur, comme ça, tu vas être bon pour le prochain tournoi. Euh, on va avoir du fun, je vais t'aimer comme un frère. Mais bon, Lionel, là, finalement, il est-tu gay ou il est-tu pas gay? C'est pas clair, tu sais. Peut-être qu'il est bicurieux, peut-être qu'il est ambivalent, peut-être qu'il est ouvert à toutes les possibilités, puis qu'il est très moderne dans sa façon de voir les relations humaines, là. Ça ressemble quand même pas mal à ça, tu sais. C'est pas clair, mais bon, peut-être que ça aurait très mal fini aussi, là, tu sais. Peut-être que Lionel, il aurait invité Dunk, il aurait dit, hey, viens-t'en, on va triper, on va avoir du fun, puis finalement, Dunk aurait fini par réaliser, puis dire, hey, c'est pas pour moi cette histoire-là, tu sais. C'est pas comme ça que j'imaginais notre temps qu'on allait passer ensemble sur un bateau ou dans un château. Fait que, tu sais, ça aurait peut-être été pas très fructueux comme plan, mais ça aurait été intéressant, par exemple. Ça, c'est sûr. J'aurais voulu voir cette histoire-là, tu sais. Je sais pas vous autres, là, mais j'aurais voulu voir les péripéties de Dunk et Lionel Baratheon ensemble dans les Stormlands, ensemble qui voguent, ensemble qui chassent, puis voir aussi la relation humaine ensemble de Lionel Baratheon qui continue de hit qui continue de hit sur Dunk, d'essayer de le séduire, d'essayer d'y envoyer des messages subtils. Il Dunk complètement oblivious à ça, complètement sans clou, il comprend rien pendant tout de ce qui se passe. Ça aurait été comique, ça aurait été bon, tu sais. Réalistement, Dunk, bon, Dunk est déprimé, là, on le voit, là, mais il réalise quand même, je pense que l'offre est quand même une bonne offre, là, tu sais. C'était assez inespéré, disons, pour lui. Quand il s'est présenté au tournoi de Ashford au début, c'était pas mal ça le meilleur outcome qui pouvait arriver pour lui. C'était qu'un High Lord, ou un Lord tout court, mais un High Lord encore mieux, le découvre, trouve qu'il est bon, puis décide de lui offrir une job, tu sais. Passer de Edge Knight, on s'entend, là, surtout le genre de Edge Knight que Donkey est, là, c'est-à-dire un faux Edge Knight, entre guillemets, là, avec rien d'autre qu'une armure puis deux chevals, et devenir finalement dans le household d'une grande famille comme les Baratheon. C'est pas mal le mieux qui pourrait arriver à lui, qui pourrait arriver à un Edge Knight dans Westeros à ce moment-là. Tu sais, c'est pas mal le mieux qui peut y arriver. À moins qu'il devienne un, un Knight dans le household d'un Targaryen, de la famille royale. Puis ça aussi, on lui offre dans cet épisode-là, tu sais. Donc finalement, ça tourne quand même bien pour Dunk. Au bout d'une couple de jours, là, il a réussi quand même à bien jouer ses cartes. On voit comment que ça s'est passé. Les astres ont été bien alignés pour lui, tu sais. L'étoile filante lui a amené la chance qu'il avait besoin. Lionel n'a pas l'air de mal le prendre trop, trop, que Dunk veuille pas, ou que Dunk hésite. Lionel essaye de jouer ça l'eau aussi, là, tu sais, de jouer ça comme si ça ne dérangeait pas plus que ça, puis il a pas planifié ça plus que ça, puis ça donne de même, puis il offre parce que c'est un bon Jack, tu sais. Moi, personnellement, je pense que Lionel a une idée derrière la tête, là, mais bon, ça, c'est libre à interprétation. Moi, je pense qu'en vrai, ça lui fait de quoi que Dunk, il veuille pas venir, là, mais bon. Lionel essaye de faire réaliser à Dunk qu'il dramatise un petit peu à propos de Baylor qui est mort, tu sais. D'une certaine façon, Baylor est mort, puis je comprends que Dunk se sente coupable. Mais, tu sais, Dunk, on dirait qu'il se sent pas coupable que les deux Humphrey soient morts, par exemple, tu sais. Il fait vraiment un deux poids, deux mesures par rapport à la royauté, là. C'est quelque chose qui est un petit peu hypocrite venant de Lionel Baratheon, parce que clairement que lui aussi fait un deux poids, deux mesures par rapport à euh, les Lords puis les Small Folk. Mais lui, il est tellement anti-Targaryen qu'il est comme juste, hey, nous, on est important. Nous, on n'est pas des Targaryens, on fait partie de la même clique, c'est-à-dire ceux qui sont pas des Targaryens, tu sais. Puis il minimise vraiment la mort de Baelor en disant, on sent Chris qui s'est mort, c'est un Targaryen, puis un de moins, c'est tant mieux, tu sais. Donc, il apprécie pas vraiment ça, là. Parce que pour lui, Baylor, quand il est venu le rejoindre sur le champ de bataille, c'était parce que personne d'autre venait, là. Donc, il s'était adressé à la foule. Oui, il y avait déjà plusieurs amis. Il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient là de son bord, prêtes à prendre sa défense. Mais il en manquait quand même un, tu sais. Puis il y a quand même juste Baylor qui est venu.
Donc, finalement, pour lui, Baylor, tu sais, c'était un bon gars, tu sais. C'était le seul représentant de la famille royale qui était digne, selon Dunk. Puis finalement, en apprenant aussi que Egg est un Targaryen aussi, ben, c'est pas vrai pour lui que tous les Targaryens, ils méritent de mourir, tu sais. Que tous les Targaryens, ils valent pas grand-chose, disons. Raymond Fossoway avait un discours assez semblable à celui de Baratheon, là. On sent qu'il y a du mécontentement assez intense. Mais pour Dunk, lui, il se raccroche quand même à l'idée qu'il y en a qui sont respectables. Alors que Lionel Baratheon, pour lui, bon, la respectabilité là-dedans, c'est quand même. Il l'a oublié vite, là. Dans le pire des cas, si jamais Baylor se serait pas présenté au trial du côté de Dunk, Lionel Baratheon, lui, il aurait fait ah, c'est plate, finalement, ça n'a pas lieu, puis il aurait continué sa vie. Tu sais, ça n'aurait pas été la fin de sa vie, autant que ça aurait été la fin de la vie de Dunk. C'est pour ça que Dunk a quand même un regard un peu biaisé par rapport à Baylor, ce qui est tout à fait normal, là. Le rent de Lionel par rapport au Targaryen, par exemple, il est un peu compréhensible de sa part, tu sais. Je disais dans l'épisode précédent que Lionel était là plus pour la gloire. C'est vrai que lui et Raymond, bon, c'était les deux amis, on va dire, de Dunk. Avec les Humphrey, ils risquaient leur vie quand même plus que Baylor, tu sais. Les Kingsguard, les Targaryens de l'autre équipe, ils auraient sans doute évité autant qu'ils pouvaient de blesser Baylor. Alors que pour les autres, c'était plus acceptable de les tuer, tu sais. Fait que eux, effectivement, de ce point de vue-là, Lionel, il a risqué sa vie plus que Baylor. Euh, le Apple Guy, Raymond, les deux Humphrey, la même chose. Ils ont tous risqué leur vie plus que Baylor, effectivement. Ça ajoute un autre regard sur Baylor aussi. La façon que Lionel il dit ça, là. euh, The gods don't favor a fraud. C'est sévère, c'est quand même dur. Mais il y a peut-être un fond de vérité, en tout cas, ou ce qui est libre à interprétation, puis qu'il est difficile à démentir, tu sais. Baylor est allé là-bas pour faire le bien. Oui, moi, c'est ce que je pense vraiment. Mais est-ce que Baylor est allé là-bas plutôt euh, pour faire un move de PR encore une fois, tu sais? C'est intéressant pour son image d'aller là-bas, tu sais, d'aller se lever pour se battre contre sa propre famille. Ça peut affaiblir l'image de la famille, mais d'une certaine façon, ça assure quand même que les Targaryens ne vont pas sortir de là complètement amochés, tu sais. Imaginez qu'à la place, ça aurait été un Bracken ou n'importe qui d'autre qui se serait battu avec Dunk, puis il aurait fallu qu'il gagne, puis que les trois Targaryens soient Mécor, ses deux fils, les trois Kingsguard perdent le trial. Ça aurait été vraiment mauvais pour leur image. Ça aurait été vraiment pas très glorieux pour eux. Baylor, en étant là-bas, il s'est dit de toute façon, les Kingsguard, ils ont juré de me protéger. Ils peuvent pas me faire mal. Ma famille n'osera jamais. Euh, Je vais m'attirer peut-être des égratignures, peut-être que je vais me faire mal. Mais en vrai, je pense que le combat qu'on a vu, c'était assez intense, assez vite. Lionel, il a l'air de penser en même temps que l'expérience que lui a eue lui donne raison, tu sais. Parce que c'est vrai qu'historiquement, si on regarde les Targaryens, la façon qu'ils se comportaient, on regarde comment ça s'est passé depuis qu'ils sont arrivés à Westeros. euh, les familles sont sworn à la royauté. Ils se battent pour la royauté. Ils les défendent. Mais au fond d'eux, est-ce qu'ils les aiment vraiment? C'est assez. Je pense que le demander, c'est presque y répondre, là. Je pense pas que les High Lords de Westeros portent vraiment les Targaryens dans leur cœur en général, tu sais. D'une certaine façon, c'est vrai, là, ils sont arrivés là avec des dragons, ils ont soumis tout le monde, et depuis ce temps-là, c'est eux puis leurs descendants qui règnent, tu sais. On voit que Baratheon, il y a quand même beaucoup de ressenti là, par rapport à eux. Il y a beaucoup de rancœur. Euh, la graine de rébellion est déjà bien implantée dans la famille, disons. Si Baratheon savait à quel point il a une vue assez similaire des Targaryens que Raymond Fossoway, si les familles étaient à l'aise de se parler les unes aux autres, ça ferait longtemps probablement que les Targaryens ne seraient plus au pouvoir, surtout depuis qu'ils n'ont plus de dragons, là, depuis une centaine d'années. Donc, lui, ce discours-là,
il est pas tant gung-ho, disons, là. Il est pas anti-Targaryen autant que les autres. Comme je vous disais, Baelor s'est quand même levé pour lui, contre sa famille. Baelor l'a sauvé plus qu'une fois, là. Déjà, en se présentant, il l'a sauvé. Pendant le combat, il l'a sauvé. Puis il l'a sauvé une fois qu'il était blessé en disant non, 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 mettez pas de l'huile bouillie dans ses plaies, vous allez le tuer, mettez du vin bouilli. C'est juste une phrase, mais c'est le genre de phrase qui l'a sauvé la vie quand même, là. Surtout de dire que son maester allait venir s'occuper de lui après. En plus de ça, Dunk, ben, il aime Egg. Il sait maintenant que Egg est un Targaryen. Je pense que ce rent-là contre les Targaryens doit turn off Dunk un peu, là, probablement plus que les avances homosexuelles. Lionel, lui, il le sait pas. Je pense qu'il le remarque pas. Il porte pas tant attention à ça, là. Il est pas capable de read the room à ce moment-là, là. Il est pas capable de remarquer. On dirait que Dunk est pas de son avis. Puis c'est pas clair à quel point il sait que Dunk est ami avec Aigle. C'est pas clair à quel point il a compris qu'eux autres deux sont vraiment chummy-chummy puis qu'ils s'entendent et qu'ils s'aiment vraiment bien. Par contre, quand Dunk demande pourquoi les dieux l'ont favorisé lui, tu sais, dans le trial, je pense que Lionel aurait pu répondre qu'il avait été honnête puis que c'est ça que les dieux ils voulaient. Mais plutôt de ça, il dit This is not favor, en désignant Dunk blessé, amoché, couché dans l'herbe ou en dessous d'un arbre. This is not favor, this is mockery. Lionel, il avertit encore là qu'il y a une guerre qui se prépare. Il parle d'une suite à la rébellion des Blackfires, ça c'est pas clair. Est-ce que Baratheon serait en contact avec des Blackfires? Ça c'est pas clair non plus. Ou alors même, il pense déjà partir une rébellion. Peut-être qu'il se dit déjà qu'éventuellement ça va finir par arriver, mais c'est quelque chose pour son petit-petit-fils ou quelqu'un d'un descendant de sa famille. Il dit The only good dragon is a dead dragon. En tout cas, c'est vrai que donc, Lionel, ensemble sur un champ de bataille, ça serait cool à voir. Euh, je sais pas ce que vous avez pensé du personnage de Lionel Baratheon, de la façon qu'ils nous l'ont représenté dans la série. Moi, je pense qu'ils ont vraiment bien approfondi le personnage, là. Ils ont vraiment fait une belle job. Ils ont mis beaucoup de stock. C'est pas tant dans le roman, là. Dans le roman, son nom il est nommé, on parle un petit peu de lui, de sa réputation, mais il n'y a pas tant d'autres choses que ça, là. Il y a même un beau petit easter egg. Il dit à Dunk, on va aller faire du bateau. T'as-tu déjà vu l'île de Tarte? Tu sais, nous, on sait que c'est Brienne of Tarte, elle vient de là. On sait aussi que Brienne of Tarte, selon George Martin, c'est une descendante de Dunk. Fait que, tu sais, on sait déjà que, oh, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça? J'ai hâte d'avoir la suite. Euh, la dernière phrase de Lionel Baratheon après avoir fait son offre, c'est assez extraordinaire, là. The caravan departs after the roast. Et justement, la scène tout de suite après, c'est le roast, le michoui, le rôti, le barbecue, disons, ça coupe et directement, on a la scène de crémation de Baelor. La scène, la funéraille est étonnamment modeste, selon moi, là. Ça donne, je trouve que ça donne l'impression qu'il y a comme peu de monde qui veut y aller. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a peu de monde qui veut y aller ou il y a peu de monde qui sont invités. Ils ont manqué de budget. Je comprends pas. On dirait qu'il y a une quinzaine de personnes, là, maximum. Ça inclut les gardes, là, tu sais. Ça inclut les deux Kingsguard, puis ça inclut aussi les gardes Targaryens qui sont montés sur les chevals en arrière. C'est qui ces personnes-là non plus? Il y a plusieurs blonds. Est-ce que c'est des Targaryens? C'est pas clair. Il y a le couple, le vieux monsieur avec la madame à gauche de mes corps. Est-ce que c'est censé être le roi d'Aeron? Euh, c'est pas supposé. Je comprendrais pas comment il serait déjà là, mais c'est pas clair, tu sais. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Je sais pas trop. Le roi aurait eu le temps de se rendre aussi rapidement? Je pense pas. Ça donne pas l'impression que ça fait longtemps là, que c'est arrivé, que tout donc ça devrait pas pouvoir être le roi. Il y a une fille mulâtre avec les cheveux blancs qui est en arrière de Dondarrion. Est-ce que c'est une Velaryon? C'est pas clair non plus. Il y a deux autres blonds, cheveux blancs aussi, pas loin de Dondarrion. C'est des Targaryens, c'est des plus jeunes. C'est pourquoi il n'y a pas plus de monde aux funérailles? Pourquoi il y a juste Dondarrion qui est là?
Peut-être que, bon, ça pourrait s'expliquer parce que il est le cousin de Valar. La femme de Baelor est une Dondarrion, donc ça pourrait être pour ça qu'il est là. Euh, mais il y aurait juste lui qui serait là, tu sais. Tyrell ne serait pas là. Pourquoi Léo Tyrell ne serait pas là? Baratheon, il est pas là, ça ne tente pas d'y aller de toute évidence, mais est-ce qu'on s'attendrait pas à ce qu'il soit là, tu sais? Est-ce qu'il serait comme pas obligé d'être là, entre guillemets? C'est quand même spécial. Ça me bug un petit peu dans cette scène-là, disons. L'assistance du monde, le peu de monde qui sont là, je suis pas sûr du choix créatif. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Je suis pas trop certain. Euh, donc, se présente. Il attend après la funéraille pour aller rencontrer le prince Valar. Le prince, il se sent probablement coupable au fond de lui, là. Il parle de son père qui est mort dans l'armure de son fils, comme quoi c'est pas supposé arriver, c'est supposé être le contraire. Euh, il doit se demander, veut pas s'il est honnête avec lui-même, là, il doit se demander pourquoi lui-même a pas été assez good a night pour se lever puis prendre la place de son père dans le tournoi. Pourquoi il l'a pas fait? C'est plus facile pour lui juste de mettre le blâme sur Dunk, j'imagine. Mais en même temps, est-ce que Baylor aurait accepté que son fils y aille? C'est pas clair non plus, là. En gros, ce qu'on sait, ce qu'on voit, c'est que Valor n'a pas le goût de parler à Dunk. Puis, il lui dit de s'en aller, puis la scène se finit pas mal comme ça. Dunk est de retour au campground. Euh, Certains de la façon qu'ils ont voulu faire ça, là, le monde en général le regarde croche un peu, là. Les gens lui reprochent la mort de Baylor, c'est ça qu'on comprend. Les gens veulent pas lui parler. Trop certain de la cohérence de tout ça, là. On sait qu'il y a beaucoup de monde qui aimait pas trop les Targaryens. Tu sais, on se souvient, dans l'épisode 1 et 2, les gens étaient prêts à partir une révolte, là, tu sais, à partir une émeute parce qu'ils étaient insatisfaits de la façon que Aerion s'était comporté dans le tournoi. Tu sais, je pense pas que c'est juste les Baratheons, les Fosse Away qui ont du ressentiment par ces temps-là. Donc, je trouve ça particulier qu'il n'y ait pas plus de monde que ça qui soit reconnaissant ou qui soit sympathique envers Dunk. Euh, je pense que les gens, oui, ils pourraient être déçus par la mort de Baylor, mais de là à reprocher à Dunk sa mort, j'imaginerais plus que les petites gens seraient reconnaissants envers Dunk. Ils apprécieraient le geste qu'il a fait. Et Dunk serait, selon moi, Dunk devrait être plus vu comme un héros à ce moment-là que comme un paria, puis quelqu'un que les gens aiment pas parce qu'il serait responsable de la mort du prince ou. Mais bon, ça c'est moi, là. Je suis pas certain de la cohérence, mais bon, bref, c'est pas très grave. Pendant que donc il marche sur le campground, il se fait appeler par son ami, par son partner Raymond. Il est en train de se préparer lui aussi à partir. C'est ça qu'on comprend. Tout le monde a l'air d'être sur le départ, là. Euh, donc, ça fait un petit peu confirmer par Raymond que les gens lui reprochent la mort de Baylor, que les gens sont fâchés contre lui. Raymond, en très bon ami, lui dit ben moi je te le reproche pas, tu sais. Puis là, il lui fait un câlin, tu sais, un câlin qui a de l'air très sincère, très apprécié, qui devient rapidement awkward et qui devient comique un peu quand que Doug est comme bon, ok, là, ça fait assez longtemps, puis il regarde autour, voir si le monde sont pas en train de le regarder, tu sais. C'est quand même bien amené, c'est quand même un beau petit clin d'œil drôle, là, humoristique. Raymond explique aussi que son cousin est parti avec la tante, puis toute leur retenue, toute leur team, si on veut, leur équipe, leurs serviteurs. Son cousin, Stephen, est quand même fâché, probablement, là. Il prévoyait pas se faire battre par Raymond. Il pensait se battre du côté des gagnants, puis que ça allait passer à l'histoire, puis que là, il allait se faire une renommée avec ça. C'est pas trop clair non plus si Stephen va vraiment obtenir un lordship de la part de Arion, là. Arion n'a pas l'air du genre de gars qui tient parole tant que ça. On sait qu'Arion est sur le départ lui aussi, pas juste du campground, mais de Westeros, là. Donc, dur à dire. Je pense que Raymond va se sentir mieux au bout du compte que Stephen. Donc, Stephen est probablement fâché, c'est pour ça qu'il est parti. Donc, il est quand même content de voir que Raymond s'en sort bien lui aussi. Il a un beau petit bouclier avec la pomme verte. Il se part une nouvelle house. En plus de ça,
surprise, Raymond est en couple maintenant avec Red, avec Rosie. Il la présente comme sa wife. Euh, la fille, c'est pas mal un des... Bon, déjà, la fille, c'est un des seuls rôles féminins de la série, là, avec la fille de Ashford, puis Raph, qu'on voit dans l'épisode d'avant. On nous l'a présenté comme étant une prostituée à l'épisode 1, là. C'était assez clair, sans équivoque, là. Elle était avec Don Darien. Ça avait pas l'air d'une fille de bonne famille, disons, là. Et là, Raymond est en amour avec elle, de toute évidence. Raymond y explique qu'il n'y avait pas d'écuyer, il n'y avait personne pour s'occuper de lui après la bataille, puis qu'elle était venue assister à ça, puis que finalement, ils ont sympathisé, une chose a mené à l'autre, puis finalement, elle est enceinte. Raymond a l'air assez content, il a l'air assez heureux de la situation. Euh, on- de notre point de vue, bon, tout dépendant de votre opinion, ça peut être considéré comme un petit peu poche pour Raymond, là. C'est un peu salaud de la part de Dunk de pas lui dire. On dirait que la fille, bon, pour ce qu'on en sait, la fille a passé plusieurs jours avec Don Darien, a couché avec lui probablement à de multiples reprises, puis finalement maintenant elle est enceinte, puis elle s'est trouvée un jeune naïf pour s'occuper d'elle puis élever son enfant, tu sais. C'est pas clair à quel point Dunk comprend la situation, là, mais on voit que les deux, ils se regardent, puis ça donne l'impression que Dunk, il comprend qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis que Dunk, il accepte de garder le secret de Rosie, tu sais. Il accepte de pas dire, de pas la stouler. Euh, Dunk qui est parti du bas de la société, un petit peu comme Rosie aussi, là, tu sais. Elle est partie de prostitute, de whore, puis finalement elle est rendue à se marier avec un chevalier, tu sais. C'est une bonne fin de semaine pour elle aussi, disons. Ça a l'air de bien se terminer pour elle. Puis donc, on dirait qu'il voit comme dans elle un équivalent, si on veut. Il y a comme une solidarité de classe qui s'est faite entre eux. Parce qu'elle ment clairement sur sa position là, dans la hiérarchie sociale, là. Un peu comme Dunk, finalement, tu sais. Pour lui, pour Dunk, c'est quand même quelque chose que si tout le monde garde son secret là-dedans, pour Rosie, pour Red, ça finit bien. Déjà, elle va peut-être se placer, elle va devenir fidèle, elle va rester avec Raymond, l'aimer, s'occuper de lui, y faire des enfants. Euh, Elle s'est trouvé une bonne vie. Puis comment qu'elle aurait pu se trouver une bonne vie autrement, c'est pas clair. C'est bien pour son enfant aussi. Il va trouver un père qui va l'aimer, qui va s'occuper de lui, qui va pouvoir y offrir de la sécurité, qui va pouvoir y offrir une belle vie aussi. Et Raymond, ben, tant qu'il est pas au courant, tant qu'il est en amour, tant qu'il est content, mais c'est quoi le problème? Tu sais? Finalement, c'est win-win-win, cette situation-là. C'est bien pour tout le monde tant que ça se sait pas, puis tant que le secret est bien gardé. Bon, ça voudrait dire que la fondation de la Green Apple House Fosse Away serait basée sur un mensonge aussi, tu sais. Un petit peu peut-être comme la fondation de la vie puis du titre de chevalier, le knighthood de Sir Duncan de Tall, tu sais. Les gardes des Targaryens viennent, arrivent sur le campground, ils arrivent à la tente de Raymond, puis ils disent à Dunk que Maekar veut lui parler. Il est summoné finalement, tu sais. Raymond, il est vraiment un bon ami, là. Directement, il est comme non, 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 il va pas aller nulle part, là. Il a déjà fait assez d'affaires pour vous autres, là. Il en a vécu assez. Mais bon, donc, en tant que bon citoyen, en tant que bon small folk à l'écoute de la royauté, il accepte, puis il se déplace jusque là-bas. Déjà, dans le livre, c'est différent, là. La scène se passe pas comme ça. C'est plutôt Maekar qui vient à la rencontre de Dunk. Mais bon, je vous en reparle un peu plus tard. Maekar est dans la même bibliothèque où est-ce qu'on avait Baylor il y a 2 épisodes où est-ce que Dunk l'a rencontré après son arrestation. Il lui raconte que Aerion va être envoyé à Essos pour passer quelques années dans les Free City à essayer de se placer. Essayer de se placer entre guillemets là. Bon, déjà, je suis assez sceptique de la démarche là. Je pense que d'être là-bas, ça va pas changer grand-chose au personnage. En plus qu'il y a encore déjà il y a encore des Blackfire vivants à Essos. Ils savent qu'il y a des Blackfire dans les Free City.
C'est une drôle d'idée de l'envoyer là. Euh, Dans le livre, quand c'est écrit, bon, déjà, les Blackfire n'existent pas, fait qu'il y a ça. Mais en plus de ça, dans le livre, ils disent qu'ils vont l'envoyer à Myr. Euh, Si je me trompe pas, Myr, c'est une ville réputée pour étant un île qui est un grand bordel finalement, là. C'est une île connue pour ses whorehouses puis ses prostituées. Donc je vois difficilement comment il va devenir un meilleur être humain en tant que noble riche qui arrive dans une île pour passer des années loin de sa famille, mais entouré d'esclaves puis de prostituées. Fait que bon, bref, je sais pas où on s'en va avec ça, là, mais c'est comme ça que c'est écrit. Mécor est très conscient que les gens vont murmurer dans son dos sur le fait qu'il a peut-être fait exprès de tuer son frère. Il est très réaliste, là. Il fait remarquer que c'est... Donc, il est très réaliste. Il fait remarquer que c'est lui qui a donné le coup de grâce, là, que c'est lui qui avait la masse qui a tué Baylor, tu sais, qu'il est en partie responsable, disons. Euh, mais la raison pour laquelle Baylor était là, bon, ça c'est clair que Dunk a peut-être un peu à voir là-dedans. Ce qui est poli, il est quand même poli, Dunk, finalement, parce qu'au lieu de mettre tout ça sur le dos de Mécor et sa famille, il prend une partie du blanc, là, alors on sait très bien, avec un peu de recul, que Arion, là-dedans, c'est probablement lui le problème de toute la situation. Lui, il est responsable de la mort de Baylor, mais c'est pas comme ça que Mécor le voit. Il prend plutôt le blâme lui-même pour l'avoir tué, et sinon, il met le blâme sur le dos de Dunk, tu sais. Euh, Si son fils s'était mieux comporté, en vrai, ça serait pas arrivé. S'il avait mieux élevé son fils, ça serait pas arrivé. S'il avait été là pour discipliner son fils, après ce qui s'est passé, ben ça serait pas arrivé non plus. Euh, Mécor, il dit que les gens vont aussi murmurer à propos de lui en disant que, ultimement, c'est lui donc le responsable de la mort de Baylor. Donc, lui, il a réfléchi à ça, puis bon, il en est arrivé à l'explication, ce qu'il a trouvé le mieux pour expliquer ce qui s'est passé, le choix des dieux, parce que ça reste assez présent dans la situation, là. Ils sont sûrs que les dieux sont intervenus là-dedans. Il se dit pour justifier tout ça que c'est peut-être ce qui est arrivé. euh, c'est arrivé parce que les dieux voulaient pas qu'il perde son pied. S'il aurait accepté son sort, il n'y aurait pas eu de tournoi, il serait fait couper un pied, une main, comme on s'était dit. Mais un jour, peut-être serait venu où son pied, il en aurait besoin. Le royaume aurait besoin du pied de Dunk, ou de Dunk, entre guillemets, là, aurait eu besoin de Dunk plus qu'il y aurait besoin d'un prince à ce moment-là. Bon, Mécor, il voit ça assez négativement, là. Il voit pas dans quel monde absurde un Edge Knight, alors qu'il y a tellement de Edge Knight partout, ce serait plus important qu'un prince, surtout un prince qui était apprécié de tout le monde, un prince qui était destiné à avoir un beau règne, à faire des belles choses, à être juste. Euh, il voit pas comment ça pourrait se faire, donc il est un petit peu insulté par ça. Avec un peu de recul, sans vouloir trop spoiler non plus, nous on sait que son pied probablement est assez important dans sa vie à Dunk, là. Il a un avenir quand même glorieux et sur sa fin de vie, sans son pied, il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait, sauver qui a sauvé. Donc, d'une certaine façon, les dieux avaient peut-être raison. Donc, il va jouer un rôle très important dans la vie de Egg. Euh, il va jouer un rôle très important, donc, pour le royaume, en jouant un rôle dans l'éducation de Aegon, qui va devenir un jour un roi avec une importance disproportionnée par rapport au bien du royaume puis des populations, surtout des small folk. Euh, Maekar explique à Dunk que Egg veut absolument demeurer son écuyer. Puis c'est là que Maekar lui fait une offre quand même assez bonne, là, comme on se dit un peu plus tôt, similaire à l'offre que Lionel Baratheon lui a faite, sans le côté homoérotique. Maekar lui offre une place dans sa garde personnelle, si on veut, dans son household. Il lui dit, tu vas me jurer fidélité, tu vas pouvoir rester à Summerhall avec nous, tu vas finir ton apprentissage de chevalier. Egg va pouvoir rester ton squire, mais vous allez être pas loin de moi. Je vais être là pour superviser le tout. On comprend que si Baylor lui aurait fait une offre similaire, bon, potentiellement que Dunk aurait accepté, là.
Ça aurait été quelque chose de plus intéressant à ce moment-là, vu le lien de confiance qu'il y avait avec Baylor. Mais ça a mal terminé cette histoire-là, là. On comprend que Mécor, il n'y a pas si longtemps, il essayait de tuer Dunk. Que Mécor est en partie responsable du trial aussi, de la façon que ça s'est passé. Donc, Dunk est un petit peu froid à l'idée. Mais comme on se dit un peu plus tôt, c'est une offre vraiment intéressante pour un Edge Knight, là. On se souvient qu'il est parti absolument de rien au début, puis là, on lui offre d'entrer sous la bannière des Targaryens. C'est une bonne offre, disons. C'est le moins qu'on peut dire. Mais bon, même si c'est de ça qu'il rêvait au début en arrivant à Ashford, de se faire offrir une place comme ça dans une great house, euh, en ce moment, aller faire le même travail pour le père de Arion, celui qui l'a accusé, celui qui s'est battu contre lui, c'est difficile ou voire impossible de passer par-dessus ça pour lui, là. Pour lui, en gros, une vie avec Mécor, ça serait une vie de serviteur déjà. Ça serait une vie incertaine aussi, disons, là. Euh, Au retour de Arion à King's Landing ou à Summer Hall, il n'y a rien de moins sûr sur comment ça se serait passé si Dunk aurait été encore là, là. Donc, c'est pas trop. C'est pas si intéressant que ça, avec un peu de recul, l'offre que Maker lui fait, tu sais. Pour Dunk, comme Sir Harlan lui a dit, là, au moins les Edge Knights, ils peuvent servir ceux qu'ils veulent, tu sais. Ils décident eux-mêmes, ils vont être les serviteurs de qui. Euh, ils se voient absolument pas être le serviteur de Maker, du père de Arion, de celui qui a tué Baelor. Son opinion sur la royauté a vraiment changé en quelques jours, là. Au début, il pouvait pas penser que Arion ait fait de quelque chose d'aussi déshonorable que de consciemment tuer le cheval de Sir Humphrey Harding. 3 jours plus tard, il est complètement désenchanté par les Targaryens. Il choisit l'indépendance, il choisit la liberté. Parce que on voit la fin, là, il rejoint pas Lionel Baratheon non plus. Il aurait probablement aussi pu offrir ses services à Raymond Fossoway, mais il préfère être un Edge Knight, on dirait. Il préfère une vie simple, honnête, honorable, comme celle que Sir Arlen a vécue. Euh, Déjà, cette scène-là, comme je vous dis un peu plus tôt, elle se passe à l'extérieur dans le livre. C'est Mécor qui vient rejoindre Dunk en dessous de son arbre. Il ne summon pas Dunk, là. Déjà, c'est plus humble de la part de Mécor de lui-même se déplacer pour aller le voir. En plus, ça rajoute une perspective différente quand ça se passe à l'extérieur. Parce que Dunk, il regarde la nature, le ciel, il regarde au loin pendant que Mécor lui fait son offre. Il se dit en regardant la nature, en regardant les vastes espaces, la liberté, c'est plus ça en vrai qui est pour lui le mieux. C'est plus à ça qu'il aspire que de vivre sa vie à servir un Great Lord, à être entouré de murs, répondre à des ordres. Tu sais, c'est quelque chose qui l'intéresse pas tant que ça finalement. Mais bon, en faisant la scène dans le château, ça permet de donner une dernière scène à la fille du Lord Ashford, qu'on voit un peu plus loin. Ça permet à Egg de croiser Dunk pour qu'ils puissent se parler. Puis ça permet de mettre une deuxième conversation aussi entre Dunk et Maekar éventuellement, un peu plus tard. Parce que dans le livre, les deux conversations qu'il y a dans l'épisode, c'est une seule conversation, là. En sortant de la pièce, Dunk se rend compte que Egg, il écoutait à l'autre côté de la porte. Hum. Dunk pensait que Egg, lui, était dans la même situation. Comme on se disait, il était à quelques épisodes, là, il était les deux étaient les orphelins avec rien devant eux, avec personne pour s'occuper d'eux. Ils étaient là pour s'aider l'un l'autre à ce moment-là, alors que il voyait Egg comme son petit frère, comme celui qui peut protéger, celui qui peut aider, qui peut éduquer, prendre sous son aile. Il pouvait être son mentor, de la même façon que Sir Arlen l'avait été pour lui. Maintenant, il y a une fracture, puis on voit la fracture de la façon que les deux sont assis de chaque côté du banc dans le corridor. Donc, il est sceptique des Targaryens déjà, là. Il est pas certain de faire confiance à Egg complètement. Euh, Même de vivre avec lui ou d'avoir le prince à côté de lui constamment. Ça serait probablement un potentiel problème plus qu'un avantage, tu sais. Pour Dunk, bon, je sais pas comment expliquer, c'est quand même dur à expliquer, mais en gros,
Dunk apprécie Egg, mais il veut pas l'avoir comme écuyer parce que pour lui, c'est un lien qui serait entretenu entre les Targaryens et sa propre personne, tu sais. Avoir Egg avec lui, c'est garder ce lien-là permanent, vivant, puis de l'entretenir entre les Targaryens puis Dunk. Dunk, ce qu'il veut, c'est se tenir le plus loin possible d'eux, finalement, pour l'instant. Egg, lui, en écoutant ça, bon, déjà, c'est pas expliqué comme ça, là, mais Egg, lui, en écoutant ça, il dit I guess you're not the knight I thought you were. Ce qui est une phrase quand même dure. Mais en même temps, regarde qui parle, tu sais. Le prince qui se faisait passer pour un commoner auprès d'un Edge Knight, lui dit qu'il est déçu que ce soit pas la personne qui avait dit qu'il était. Oui, Dunk a peut-être pas le chevalier que Egg pensait, mais Egg est clairement pas l'écuyer que Dunk imaginait non plus, là. Cette scène-là, par contre, ce que Egg peut vouloir dire, c'est que dans la situation qu'ils vivent en ce moment, dans la situation que Egg y est, avec sa famille, Egg, c'est lui le weak. The weak and the innocent, c'est Egg. C'est Egg qui est faible, tu sais. C'est Egg qui est impuissant face à sa famille. C'est Egg qui est là, qui attend qu'on l'aide, puis que l'aide, elle vient pas. Il est conscient que sa famille est fucked up, puis il peut rien faire pour changer ça. Donc, lui, il l'abandonne, tu sais. C'est comme ça que Egg le voit. Donc, il l'abandonne, il décide de continuer en le laissant en arrière, tout en sachant que pour Egg, Mécor et sa famille, c'est vraiment un environnement toxique. On a le dernier flashback de la saison. Euh, Sir Arlen, il est très malade, là, ce qu'on comprend. Quoi qu'il n'a pas l'air si malade que ça, là. Mais bon, nous, on sait qu'il est à l'aube de la mort. Il est étendu en dessous d'un arbre où est-ce qu'il va finir enterré. Et il raconte l'histoire de l'arbre de Tony Tree à Dunk, qui pourtant l'a déjà entendu plusieurs fois, mais bon, ça n'a pas l'air de déranger Sir Arlen trop trop. C'est quand même une belle histoire d'ailleurs, là, assez terrible. C'est assez triste quand on y pense. C'est le fun qu'on ait finalement cette histoire-là parce que dans les livres, dans le roman, si je me souviens bien, c'est le troisième ou le quatrième Feast for Crow. Jaime Lannister, il arrive dans ce village-là, il voit l'arbre avec toutes les pennies clouées dessus. Il se demande c'est quoi l'histoire de cet arbre-là. Il veut le demander, mais finalement se dit ah non, je vais garder le mystère pour moi, puis je veux pas savoir la réponse finalement. Donc c'est le fun que nous, enfin, on ait l'histoire qui nous soit racontée. C'est que ce que Sir Arlan raconte, c'est que les jeunes, quand ils sont appelés sous les bannières pour partir à la guerre, les jeunes de ce village-là, ils clouent un sou, ils clouent une scène, un penny à l'arbre dans le centre de leur petite ville, si on veut. Puis quand ils reviennent de la guerre, ben ils reprennent leur penny, tu sais. Ce qui est triste, c'est que, comme Sir Arlan le dit, c'est que c'est difficile de trouver un endroit pour clouer son penny maintenant quand tu pars, tu sais. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes hommes, des ados, des petits gars qui partent à la guerre, puis qui meurent, loin de chez eux, loin de leur famille, pour se battre dans des histoires qui les concernent probablement personnellement absolument pas. Ils s'en vont là-bas mourir dans la Game of Thrones pour le bénéfice des lords. Donc, lui, bon, il a déjà entendu l'histoire, comme il dit, là, fait qu'il a pas vraiment le goût d'entendre parler de ça. Donc, il voit que Sir Arlen est en train de mourir, puis il lui demande pourquoi il n'a jamais été nommé chevalier. Pourquoi tu m'as jamais nommé chevalier? Il demande, c'est-tu parce que tu avais peur que je parte puis que je t'abandonne, puis tu voulais pas être toute seule? Tu voulais me garder comme écuyer pour ça? Ou y a-tu une autre raison? Puis là, on a un moment quand même crève-cœur, là. C'est quand même triste, là. Donc, il veut savoir finalement qu'est-ce qu'il a fait de pas correct, tu sais. Pourquoi Sir Arlen l'aime pas assez pour le nommer chevalier? Pourquoi il veut pas lui donner ça? Puis il a pas sa réponse parce que Sir Arlen, il meurt. Ben non, il meurt pas, il fait en semblant de mourir. Fait que pendant une couple de secondes, c'était choquant parce qu'on se demande, oh my God, on a enfin la révélation. Donc, a pas été nommé chevalier. C'est pas un vrai chevalier, c'est un fraude. Mais ça dure quelques secondes. Sir Arlen se réveille. Puis on revient dans la même situation un peu en se demandant, bon, c'est ambigu encore, est-ce que Sir Arlen a eu le temps de le nommer chevalier après cette scène-là, juste avant de mourir?
Ou est-ce qu'il l'a pas nommé chevalier? Est-ce qu'il a commencé, mais il a pas pu finir? Est-ce qu'il est mort avant? Mais bon, personnellement, la face que Dunk fait tout de suite après le flashback, je trouve que c'est assez révélateur, là. Il a de l'air hanté complètement par le fait de pas avoir été nommé, par le souvenir qu'il y a de ce moment-là. Mais il reste encore une lueur d'espoir pour les fans de penser que peut-être Dunk est un vrai chevalier puis c'est pas un menteur. Mais honnêtement, je pense qu'il faut être réaliste, là. Sir Harlan n'avait pas l'air de vouloir le nommer. Il n'avait pas l'air de vouloir dire même pourquoi il voulait pas le nommer. Pourquoi? Bon, il nous reste quelques saisons pour l'apprendre. Peut-être. On est de retour dans la tente. Ça semble être la même tente que dans l'épisode 3, mais ça, c'est pas clair. L'ambiance est différente, mais pas tant que ça. C'est quand même festif, là, plus que le roast de Baylor, disons. C'est le wake de Pillsbury, ce qui est en fait assez spécial, là. Il y a plein d'abeilles partout. Ils ont fait un cercueil typique pour Lord Beesbury. Il pousse un petit peu le ridicule autour des Beesbury, je vous dirais, là. C'est du vrai fan service, ça, d'ailleurs, là. Thumbs up au créateur. Je suis sûr que c'est très apprécié par tout le monde. En parlant de discours anti-Targaryen, on entend une des petites filles dire Do you yield, you dragon whore? C'est le genre d'affaire que probablement Arya n'aurait pas été content d'entendre s'il avait été à cette funéraille-là. Mais bon, on a une petite scène encore de romance, de belle petite complicité entre Raymond puis Red. Sinon, donc, remarque Daron est là. Il est assez fâché de le voir dans la tente, là. Toujours aussi fidèle et honnête envers lui-même. Lui, il est là pour prendre un coup. Et donc, il peut pas s'empêcher d'aller le voir pour lui parler. Euh, Daron, justement, honnête, fidèle envers lui-même, très conscient de sa famille, et il demande à Egg de prendre, il demande à Dunk de prendre Egg comme écuyer. Il lui raconte que c'est peut-être pas dans le sang des Targaryens que le problème y est, tu sais, mais c'est peut-être dans le milieu, dans la façon qu'ils sont élevés, dans le monde qui sont autour d'eux. Que Aerion, il dit Aerion n'était pas méchant quand il était jeune, tu sais, il était normal, il aimait ça la pêche. Puis il essaie de sensibiliser Dunk en lui disant, en gros, si tu fais rien, il va virer aussi mal que nous, tu sais. No doubt will make a man out of him too. En gros, ce que ça veut dire, c'est si tu le laisses, si tu le laisses là, si tu t'en occupes pas, tu l'abandonnes. Euh, il réussit à convaincre Dunk de cette façon-là. Je suis convaincu, là. Donc, à ce moment-là, il réalise que Egg a besoin de lui, que Egg a besoin d'aide. Euh, Daron, en allant dire ça, il reconnaît lui-même que sa famille est problématique, que son frère est un monstre, puis que lui-même, ben, il fait honte au concept de la royauté, puis à l'idée de la royauté. Il est très conscient qu'il n'est pas un vrai chevalier, que sa famille est probablement le problème dans le royaume. Il est très lucide, il est très sévère, il est altruiste aussi, il veut vraiment le bien pour son petit frère, tu sais, pour le dernier, il veut qu'on essaye de le sauver. Il pense que Dunk est capable de le faire, que Dunk il est la meilleure place, il est le meilleur placé pour le sauver, qu'il est une bonne personne, qu'il serait capable de bien s'en occuper, de lui apprendre des bonnes valeurs, faire les choses comme il faut pour lui. Est-ce que Dunk réalise en revoyant Daron que la prophétie était vraiment vraie, là? Ça s'est passé à peu près exactement comme il avait dit, tu sais? En tout cas, les deux en reparlent pas. C'est un petit peu. J'aurais aimé ça d'entendre parler, mais bon, bref, ça c'est un petit délire de fan un peu trop intense, là. Moi, j'ai pas oublié cette prophétie-là que Darren lui a faite. J'aurais aimé ça avoir un feedback par rapport à ça. Mais bon, à suivre. Prochaine scène, scène difficile, scène un peu crève-cœur, là. Egg est dans sa chambre. On voit qu'il a pas faim, il est déprimé. On voit que Egg est triste. Il est malheureux d'être de retour dans sa petite vie de prince. Il avait l'air tellement plus heureux avec Dunk dans l'épisode 2, dans l'épisode 3. Quand on les voyait faire un pique-nique, se préparer à manger autour d'un feu, travailler autour du camp, tu sais, quand que Egg il pêchait pour se faire un repas. Quand il s'occupait des chevaux de Dunk, il avait l'air heureux, il avait l'air à sa place, il avait l'air content. Tandis que là, il a vraiment l'air triste. Il est tout seul dans sa chambre.
il fixe le vide, il se demande qu'est-ce qui va arriver pour lui dans le futur. Il voit en arrivant devant le miroir que ses cheveux sont en train de repousser. Ça le dégoûte. Ça lui rappelle ce qu'il est. Ça lui rappelle que lui aussi est un Targaryen, que peut-être lui aussi il va mal finir comme ses frères. Il est vraiment en colère d'ailleurs contre son frère, là. Euh, il veut pas devenir comme lui. Euh, Puis justement, il veut essayer de régler le problème. Il prend le couteau, il s'en va vers la chambre de son frère. Suspense. Qu'est-ce qui va arriver? Egg s'en va dans la chambre doucement. Il marche, puis il entend un craquement de chaise. Mécor est assis dans le coin. Il voit Egg arriver. Il sait très bien qu'est-ce que Egg en vient faire. Est-ce qu'il voit le couteau? C'est pas clair, mais il l'entend tomber, puis il est pas surpris. C'est quand même assez dur comme scène, là. Mécor, pauvre, pauvre Mécor, là. Son fils s'en allait tuer son autre fils. Et Mécor, il est pas fâché, tu sais. Mécor, on dirait qu'il le comprend. Il se lève, il va rejoindre son dernier, son plus jeune. Puis l'amour qu'il a pour lui, l'amour qu'il a pour ses enfants, ça doit être tellement conflictuel. Il comprend son petit dernier, il comprend que Egg, finalement, que Egg a pas tort, tu sais. Probablement que Mécor lui-même a contemplé l'idée de tuer Aerion, là. C'est ça qui est quand même assez dur, là. Il parlait dans le premier épisode, dans le deuxième épisode, il parlait dans le deuxième épisode de tuer Aeron parce qu'il était sous long puis il était pas assez chevalier. Je vois pas comment il peut être plus satisfait de Aerion à ce moment-là, là. Egg est désemparé, son père vient le voir, il le prend par les épaules. C'est une belle scène. Une scène terrible, mais une belle scène. Je trouvais, moi, personnellement, que ça aidait à construire le personnage de Mécor un peu plus, là, à le rendre un peu plus humain, un peu plus profond, à le rendre plus complexe. Bon, c'est pour ça que je suis déçu un petit peu de la fin, mais bon, bref, je vais vous expliquer ça tantôt. La scène entre le père et le fils est interrompue. Il y a un des gardes qui arrive puis qui dit Sir Duncan, my lord, request an audience. On a la dernière scène de Gwen Ashford qui vient rejoindre Dunk. On dirait pas mal au même endroit que où est-ce qu'elle était venue lui parler dans le premier épisode, là. On se souvient qu'elle était venue le voir pour lui dire, essayer de gossip avec lui en disant Ah, les princes ont disparu, ça va brasser, il y a des guerres qui ont commencé pour moins que ça, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Puis Dunk était complètement bouche bée, là, elle savait aucunement quoi répondre. Il a pas répondu à Gwen, puis elle était comme un petit peu déçue, fâchée, puis elle dit Ah, laisse donc faire, t'es un grand idiot de toute façon, puis elle était partie. C'est quand même comique qu'est-ce qu'ils ont fait avec son personnage, là. C'est quand même le fun, là. Dans le livre, ils ont même pas donné de nom, là, donc tu sais, ils ont pas passé beaucoup de. Disons qu'il y avait pas beaucoup d'importance dans le livre overall là, autour des personnages féminins, là. Dans le livre, si je me trompe pas, à part Damsel Tootall, il y en a pas beaucoup qui sont nommés, là. Il y en a pas beaucoup qui sont importants. Là, ils ont rajouté Gwen, ils ont rajouté Raph, ils ont rajouté Red, Rosie. Donc, tu sais, ils ont fait quand même un effort un peu. Ça fait partie des critiques qu'il y a par rapport à l'épisode d'avant, d'ailleurs, là, comme quoi, je me souviens plus comment ils appellent ça, mais il y a un concept qui dit que dans une histoire, quand un personnage féminin est emmené juste pour le faire souffrir ou le faire mourir, dans l'objectif de faire grandir un personnage masculin, c'est inacceptable. C'est de la misogynie, puis c'est pas correct. Puis bon, moi, j'avais jamais entendu parler de ce concept-là, mais ça a fait un peu de. Ça a fait un petit peu de tollé, si on veut, dans le fandom dernièrement, à cause du personnage de Raph qui a été présenté, qui a été là une quinzaine de minutes, qui est mort d'une façon assez horrible, qu'on n'entendra plus parler, tu sais. Personnellement, je connaissais pas vraiment le concept, puis je trouve que c'est un petit peu chercher des problèmes où est-ce qu'il y en a pas réellement, là. Moi, je suis quand même satisfait des personnages qu'il y a, des personnages qu'ils ont rajoutés, ce qu'ils ont rajouté comme viande autour de ces personnages-là aussi. Là, Gwen, elle a une petite scène quand même comique, là, tu sais, où est-ce qu'on la voit venir en larmes un peu, dire que c'était le moment de sa vie, finalement, ce tournoi-là. Ce qui est quand même vrai, là. C'est un tournoi qui était fait en l'honneur de sa fête, où est-ce qu'elle était supposée être the Queen of the Day, tu sais, puis elle était supposée être le centre de l'attention.
Et finalement, on s'entend que Dunk a pas mal volé le centre de l'attention, là. C'était la chance de cette fille-là de briller, tu sais. C'était la chance de Ashford aussi de se faire un nom. Peut-être être demandé en mariage, qui sait, par un lord ou un chevalier. Et finalement, on dirait que tout le monde, probablement les spectateurs inclus, ont oublié ce personnage-là, ce détail-là dans l'histoire. Elle vient dire à Dunk qu'elle est pas fâchée, qu'elle a vu ce qui s'est passé, que Dunk avait raison, puis elle le supporte là-dedans. Euh, mais bon, c'est quand même triste et drôle de la façon que c'est emmené, tu sais, parce que je sais pas si on va revoir ce personnage-là. Ça serait comique qu'il nous le rapporte un moment donné, un jour, peut-être dans une saison ultérieure, dans un retour à Ashford, qui sait, ou alors peut-être qu'elle serait mariée avec un small Landed Lord ou Landed Knight, où est-ce que Dunk irait travailler. On va voir, qui sait. Dunk arrive dans la pièce avec Mécor et lui fait finalement sa contre-offre, sa proposition. Euh, Dunk propose à Mécor de s'occuper de Egg, mais de l'éloigner de Summer Hall, soit loin des High Lords, des châteaux, des serviteurs. Puis oui, c'est vrai, loin de sa famille. Tu sais. Il répond pas, il dit pas clairement quand Mécor lui demande, là, mais c'est exactement ça. Euh, Mécor, lui, veut pas que son fils, Blood of the Dragon, dorme dans un fossé ou mange du hard salt beef. C'est indigne d'un prince. Mais Dunk lui répond quand même clairement que le plus vieux, ben, il a jamais dormi dans un fossé. Pas que Arion, s'il y en a un qui a déjà dormi dans un fossé, c'est probablement Daron là, qui a pas dormi dans un fossé sous à quelque part un jour. Là. Arion, lui, il a jamais mangé du jerky, tu sais, il mangeait du bon steak, de la bonne viande. Mais que finalement, tout ça, c'est loin d'être une garantie que ça va faire des bons princes, que ça va faire des bons fils, des bons chevaliers, des bonnes personnes, tu sais. Mais qu'or au fond de lui, il sait que c'est vrai, tu sais. Mais c'est tellement difficile à accepter, probablement, là. Ça demande vraiment une grande sagesse, une grande humilité. D'ailleurs, comme je vous disais, je trouve ça tellement décevant qu'il ait enlevé ça à mes corps, là. Dans le livre, il sait que c'est vrai, tu sais. Dans la série, c'est comme s'il était pas capable de l'accepter, même s'il savait. Euh, le mieux pour Egg, c'est d'être loin de sa famille, effectivement. C'est dur de passer par-dessus ça parce que Egg, comme il dit, c'est son dernier fils. C'est sa dernière chance. Le premier, il est pas méchant, tu sais, il est pas mauvais, Daron, là. Il a un bon fond, mais il est alcoolique, puis il est inefficace, tu sais, pour porter le titre de prince, disons. Il est pas très, très à son affaire, tu sais. Maker, il le voit pas, ça. Pour lui, c'est juste un bon à rien, tu sais. Le deuxième, ben, c'est Arion. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, là. Le troisième, il est parti pour Old Town, pour devenir un Maester. C'est Maester Aemon, comme on s'était déjà dit, qui Jon va trouver au Wall dans Game of Thrones. Euh, c'est probablement pas un mauvais fils, là. De la façon qu'il nous le présente, ça a l'air d'être un. Dans le livre, ça a l'air d'être une bonne personne, des bonnes valeurs à la bonne place, mais vu que c'est un nerd, pour son père, c'est un échec, tu sais. Donc, pour son père, pour mes corps, Egg, c'est sa dernière chance. Et donc, il lui propose de l'emmener avec lui, oui, lui faire découvrir du pays, de se promener sur les routes, dormir dans des châteaux, dans des étables, dormir à la belle étoile, grandir comme lui il a grandi, tu sais. Mais Maker, il refuse. Euh, il sait qu'il a fail en tant que père. Toutes les preuves sont là. Euh, Quelques minutes, ou voire 5 minutes avant cet échange-là avec Dunk, il a empêché son dernier fils, son plus jeune, de tuer euh, Arion. Donc, tu sais, il n'y a pas besoin d'argumenter beaucoup pour montrer que c'est une famille dysfonctionnelle qui a des problèmes, là. Mécor est tout à fait au courant de ça. Euh, Si ça, c'est pas un symptôme de quelque chose qui va pas bien, je sais pas ce que ça prend. Mais en gros, la conversation se finit pas mal comme ça, là. Mécor refuse de le laisser partir Egg avec Dunk. Donc, c'est résigné. Il est sur son départ. C'est la fin du tournoi. Le party est fini. Il est en train de pacter ses choses. Puis, justement, Raymond Fossoway, le vrai héros de notre histoire, arrive. Puis, il a racheté Sweetfoot, le cheval blanc que Dunk avait mis en
que Dunk avait été obligé de panner, de vendre pour se payer son armure. C'est vraiment un beau geste, là. C'est vraiment gentil de sa part, là. C'est pas dans le livre, d'ailleurs, là. Dans le livre, on dirait que Dunk, il pense plus à son cheval, là. Ce que je pense qu'il est une erreur d'écriture de l'auteur, honnêtement, là. Donc, de la façon qu'il est présenté, il oublierait jamais ce cheval-là, là. Il a tout fait pour ne pas s'en départir. C'était son confident, ce cheval-là. Tu sais, il aurait tout fait pour essayer de le revoir, d'après moi, là. Euh, Là, on sait qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y aurait pas eu d'argent non plus dans le roman. C'est peut-être pour ça que c'est outrepassé. Mais Raymond est tellement un bon Jack qu'il a racheté son cheval. Pour lui, c'est peut-être beaucoup d'argent, là. Ça, c'est pas clair non plus. L'économie, comme je vous disais, c'est pas trop clair là-dedans. Raymond, il est rendu tout seul. Il est à son compte, on va dire, entre guillemets. Puis là, il a décidé qu'il rachetait le cheval à Dunk. C'est un beau geste. C'est très gentil de sa part. Donc, lui dit, il avoue qu'il prendra pas la job, entre guillemets. Il prendra pas la job de Lionel Baratheon. Il va pas partir avec lui. Il va partir sur la route tout seul, faire ses affaires de Edge Knight, ça va ressembler à ça. Raymond lui répond que de son côté, il va probablement se partir une nouvelle branche de cidrerie, une nouvelle business, quelque chose dans le genre. Ce qui a l'air d'être quand même le fun. Puis c'est là que Dunk il accepte de laisser son cheval à Raymond. Bon, c'est vrai que d'une certaine façon, pour un cheval, la vie dans un verger, surtout un cheval qui aime les pommes, c'est quand même une belle vie tranquille, tu sais. C'est très gentil de sa part, là. C'est très honorable. Mais en même temps, je comprends pas pourquoi il aurait pas laissé plutôt son vieux cheval, tu sais, parce que techniquement, donc, il y a trois chevals. Trois chevaux, excusez. Il y en a un qui est son cheval de guerre, le plus grand, le plus gros, celui qu'il utilisait pendant le tournoi. Il y a Sweetfoot, qui est son cheval de pas de course, mais son cheval de pour monter. Tu sais, c'est un cheval qui est fait pour être monté, pour faire des grosses distances, qui est un cheval, son cheval qui vaut le plus cher. Ben, on imagine, en tout cas, ou c'est celui qui pouvait se départir qui valait le plus cher. Et là, son troisième, le dernier, qui sert juste à porter des choses puis qui est rendu vieux, tu sais. Fait que, me semble que ça aurait été plus juste, plus noble de laisser son vieux cheval avoir une retraite tranquille sur un verger, mais peut-être en même temps, Raymond n'aurait pas voulu se badrer d'un vieux cheval, puis là, il est juste content d'avoir le beau cheval blanc, tu sais, mais bon, bref, tu sais. Et Raymond de sortir une belle petite pomme verte de ses poches pour donner au Sweetfoot au cheval. Comme quoi, tout est dans tout. Avant-dernière scène de closure pour Dunk. Il enlève le penny de l'épée de Sir Arlen et le stick. Il décide de l'enfoncer dans l'écorce de l'arbre. euh, de l'arbre qui est son nouveau sigil, dans le fond, là. Donc, il décide de rentrer ça là pour tourner la page. La saison se finit comme ça. L'aventure se termine comme ça pour Sir Arlen Pennytree. Et c'est là que Egg vient rejoindre Dunk. Egg ment à Dunk, flat out, on le sait maintenant, en lui disant que son père l'a envoyé, en lui disant qu'elle allait devenir son écuyer puis qu'elle allait le servir. Les deux, on dirait, veulent retourner à la même belle petite relation qu'ils avaient avant. On sait au fond que ça peut jamais revenir comme c'était, là. Le temps passe, les choses changent, on retourne jamais où est-ce qu'on était. Il y a trop d'histoires derrière eux. Le background de Egg va toujours être l'éléphant dans la pièce, là. Euh, les deux partent ensemble, en cheval, sur la route, se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire. Euh, Egg explique donc qu'il y a 9 kingdoms et non pas 7. Bon, si vous voulez, j'ai une belle explication pour ça qui va venir éventuellement dans un podcast. Que je la réserve pour une autre fois. La scène tout de suite après, Egg avait très bien compris où est-ce que Dunk s'en allait d'après moi. Là. Il aurait été capable de le retrouver, même si Dunk avait déjà été. Euh, il dit, je pense qu'il y a des bons spectacles de marionnettes à Dorne. Donc, il savait que Damsel Tootall venait de Dorne, tant qu'à être aussi proche de ça, des Red Mountains, puis du Royaume du Sud, ben pourquoi pas aller faire un tour. Les deux partent ensemble sur la route, et on a vraiment une belle scène de fin, qui, selon moi, aurait dû être la scène de fin.
Ça aurait dû s'arrêter là-dessus. Visuellement, c'est vraiment beau. C'est fantastique. On a Sir Arlen Pennytree qui suit Dunk un peu en arrière en retrait et qui finalement décide de partir faire son chemin en laissant Dunk et Egg ensemble continuer la vie. J'ai trouvé ça touchant, j'ai trouvé ça bon, j'ai trouvé ça excellent. On a le beau petit caméo à la fin d'ailleurs. Euh, The Night of the Nine Kingdoms, en référence au petit clin d'œil que Egg nous a donné juste avant. Mais ils ont décidé qu'ils finissaient pas ça comme ça. Ils nous ont ramené à la fin avec une scène qui, moi, m'a beaucoup déplu. On donne un ultime closer, si on veut. Euh, Ça, je suis pas en désaccord, là. Qu'on donne une ultime scène. Pourquoi est-ce qu'on montre les Targaryens quitter le tournoi de Ashford? Ça, c'est correct. Ça, je suis pas en désaccord avec ça. Visuellement, c'est beau aussi. C'est quand même drôle. On voit Aerion, le visage démoli, tout poqué. Vraiment, zéro dignité. Plus aucune fierté dans sa face. Il est plus en cheval parce qu'il a été coupé à l'intérieur de la cuisse, donc il est obligé de se promener en chariot. Euh, c'est pas très très noble pour un chevalier de se promener en chariot, là. Mais c'est plus le fait que, bon, ils nous ont montré que finalement, Egg, il s'est sauvé. Egg n'a pas eu la permission de Maekar pour aller rejoindre Dunk. Personnellement, comme je vous disais un peu plus tôt, je trouvais ça vraiment plus beau, moi, que Maekar ait lui-même réalisé que le mieux pour Egg, c'était d'être loin de sa famille. Que le mieux, c'était de laisser Egg rejoindre Dunk parce qu'il y aurait une meilleure éducation. Il sortirait de là grandi avec des meilleures valeurs que lui-même n'était pas capable de lui offrir. Je trouvais le geste plus noble, très noble même. Je trouvais ça grandiose. Je trouvais que de le laisser partir, c'était la meilleure preuve d'amour que Mécor pouvait faire à Egg. Euh, je trouve ça un petit peu plate qu'ils ont changé ça comme ça. Je vois pas comment Dunk et Egg, en vrai, seraient capables de se sauver de Mécor si lui-même il décidait de les rechercher, là. S'il décide de les rechercher, de les trouver, de le ramener, je vois pas pourquoi il serait pas capable de le faire, tu sais. C'est mauvais pour Mécor. La façon qu'il présente Mécor dans l'adaptation, ça enlève de la grandeur au personnage, ça le rend moins humain, moins attachant. J'aime mieux le Mécor du livre, surtout à cause de ce changement-là, là, disons. Ça veut dire quoi pour la suite d'ailleurs? C'est pas clair, là. Mécor va chercher à retrouver son fils. Il le trouvera pas. C'est quoi? Il réussira pas à le trouver. Il va le trouver. Qu'est-ce qui va arriver après qu'il l'ait trouvé? Bon, que de questions. C'est cool, là. Je comprends que c'est cool. C'est bien pour le personnage de Egg. Bon, ça le montre qu'il est rebelle, il est indépendant, tu sais, il est fonceur. Mais on le savait déjà qu'il était rebelle puis indépendant, Egg, là. Il a décidé de s'enfuir de l'auberge dans la saison 1. Ça fait pas grandir Egg, ça fait juste rapetisser mes corps, si je peux dire, là. C'est probablement pas le bon mot, là, mais ça. Donc, il s'est senti trahi parce que Egg lui avait pas dit qu'il était un Targaryen. Leur relation était basée sur un mensonge, puis donc, il avait pas aimé ça, tu sais, ça l'avait blessé. Je trouve ça un peu mauvais que Egg, il remette ça une deuxième fois, là. Il relance la même relation encore, basée sur un mensonge encore, soit que Mécor il a accepté que Egg devienne écuyer, alors que c'est pas vrai, tu sais. J'ai entendu une théorie dans un échange que j'ai eu avec d'autres fans sur Facebook. J'ai entendu une théorie qui est pas mauvaise, que je trouve intéressante, qui ou pas. Il dit que Mécor, il pouvait pas flat out dire à tout le monde j'ai laissé mon fils partir avec un vagabond, avec un Edge Knight, dont il fait comme un show de montrer qu'il sait pas il est où, puis il est fâché, puis il est pas content. Cette théorie-là veut aussi qu'il est obligé de le chercher, tu sais. Donc, je sais pas comment ils veulent faire ça. Bon, je trouvais ça intéressant comme idée. J'ai entendu Ira Parker, le créateur, le réalisateur de l'adaptation, dire que il était conscient du changement puis qu'il s'en allait quelque part avec ça. Bon, j'espère que c'est vrai, j'espère que ça va être bon. Je demande qu'à voir, à suivre. L'épisode finit bien.
J'espère qu'on va pas avoir à attendre plus qu'un an pour avoir la suite. On va voir. Ça regarde quand même. Ça regardait quand même bien pour l'appréciation des gens, là. La saison se conclut bien. Je pense que l'épisode était solide quand même. Le choix musicaux de la fin, déjà, ça, j'ai trouvé ça quand même spécial aussi, là. C'est un gros what the fuck, là. Ça fit tellement pas dans l'univers que c'en est bon. C'est une bonne chanson d'ailleurs, là. Je veux pas dire que j'aime pas la chanson, là. Je sais pas si vous avez écouté un petit peu les paroles. En gros, c'est l'histoire des mineurs des Appalaches à la fin des années 1800 puis 1900. C'est une partie de l'histoire que moi, personnellement, me fascine, là, mais qui n'est pas parlé beaucoup, qui n'est pas enseigné, qu'on parle jamais. C'est les travailleurs, finalement, autant blancs qu'européens, que noirs, qui étaient finalement des esclaves, mais après l'abolition de l'esclavage, tu sais. Ils étaient payés, ils étaient payés en tickets, ces travailleurs-là, qui pouvaient juste être dépensés dans la ville de la compagnie, dans les magasins de la compagnie. Ils pouvaient payer avec ça leur loyer, ils pouvaient payer leur nourriture, mais au bout du compte, les travailleurs étaient jamais capables, à chaque mois, de payer tout ce qu'ils avaient besoin avec l'argent, ben l'argent, avec les tickets qui se faisaient. Ce qui fait qu'au bout du mois, ils étaient endettés. Ils- Leur enfant était obligé de travailler là-dedans pour rembourser les dettes. La famille ne pouvait pas s'en aller de là. Il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de loi vraiment. Il y avait de la sécurité, des employés de la mine qui étaient là pour gérer puis s'arranger que tout roule. C'était quand même assez terrible comme époque, là, qui mériterait d'ailleurs un podcast au complet sur le sujet, là. On peut facilement faire le parallèle entre les conditions de vie du paysan au Moyen Âge, à l'époque féodale, et ces mineurs-là, là. Dans le sens, c'est pas des esclaves à proprement dit, mais c'est montré souvent quand même dans l'univers de A Song of Ice and Fire, là, que si t'es un small folk, que quelqu'un de plus haut placé que toi te tue, t'as pas beaucoup de recours, là, tu sais, il se passe pas grand-chose pour t'aider, tu sais. C'est une époque qui est assez ordinaire, puis on se rend compte que plus ça change, plus les choses se ressemblent. Moi, je suis quand même content de l'épisode. Je suis content de la façon qu'ils ont réussi à nous fermer ça, à nous closer ça. C'est vraiment un épisode de closure, là, comme on s'était dit. Il n'y a pas d'action vraiment, là. On a donné une belle fin à la plupart de nos personnages qu'on avait. On a déjà une belle continuation qui commence, puis l'histoire se termine comme ça. Je risque de faire un petit épisode pour faire un wrap-up de la série, donner des commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé vous-même personnellement. C'est toujours intéressant de savoir ce que les gens en pensent. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est pour ça que je me tiens beaucoup dans les forums puis sur les pages de fans. C'est là qu'on trouve beaucoup, je trouve, de choses intéressantes que les gens disent, que les gens pensent, que les gens remarquent. J'ai tout le temps trouvé ça le fun de partager ce que je remarque puis d'entendre ce que les autres ont vu, ont compris aussi au travers ça. C'était Sat pour Game of Thrones Québec. Le dernier épisode de review de The Edge Knight, saison 1 de The Knight of the Seven Kingdoms. On sait qu'à Westeros, les histoires finissent rarement bien, mais si vous vous êtes rendu jusque-là, vous êtes des vrais fans.